Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce vendredi matin, notre invité est Robin Métayer. Il est délégué départemental des jeunes démocrates des Côtes-d'Armor. Il est également ancien conseiller régional des jeunes de Bretagne, au Parlement de Bretagne. On en dira un petit mot tout à l'heure, au conseil régional. Vous avez effectué un mandat de 2022 à 2024. C'est votre première radio. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour et merci à vous pour votre invitation. Alors, on va parler de politique ce matin. J'avais juste envie de démarrer sur l'engagement, puisque je disais en commençant que vous avez été jeune conseiller régional de Bretagne, donc conseiller régional des jeunes, hein, on précise bien. Comment c'est venu, comment ça vous est venu l'idée, l'envie de vous investir, de prendre part aux décisions aussi, en tout cas pour porter les idées? Bien, tout d'abord, j'ai été invité auprès de la CPE de mon établissement scolaire, qui m'a parlé donc du Conseil régional des jeunes de Bretagne. C'est vrai que c'était une institution que je ne connaissais pas auparavant. Et quand on m'en a parlé, je me suis dit oui, il faut absolument s'engager là-dedans. Donc j'ai été élu en binôme avec ma binôme que je salue d'ailleurs ici. Et voilà, ça a semblé comme une évidence finalement de s'engager et de faire plein de bonnes choses pour les jeunes Bretons. Vous aviez une conscience politique, alors j'entends par là ce que vous disiez, voilà, moi je suis plutôt centriste ou je suis plutôt de droite ou de gauche. Oui, alors quand je suis rentré du coup au conseil régional, c'était en 2022, je n'étais pas encore engagé au sein du MoDem, mais j'ai toujours eu une conscience centriste, pro-européenne et pour le développement de l'économie, dans le respect de l'environnement, etc. Donc je n'étais pas encarté politiquement, mais bien sûr avec une conscience, oui. Et vous avez choisi le MoDem parce que vous aviez envie d'une politique d'équilibre, là encore aussi tournée vers l'Europe? Moi j'ai choisi le MoDem donc, au lendemain des résultats de l'élection européenne de 2024. Où donc j'ai été un peu affolé de voir les partis anti-européens arriver en tête. Je cite par exemple le Rassemblement national qui n'est pas en phase avec le projet européen et qui n'est pas la solution pour les grands enjeux. J'ai assisté à une conférence donnée par Marie-Pierre Védrenne dans la ville de Dinan, et quand j'ai écouté, je me suis dit c'est ce projet européen-là que moi je veux défendre. Donc après je me suis renseigné sur les différents partis politiques centristes et puis je me suis dit le MoDem, c'est vraiment ça qu'il faut. Alors, avant d'aborder l'actualité politique, j'avais envie de vous demander, vous pensez faire une carrière, alors je ne sais pas si le mot carrière est bien adapté, mais vous engager un petit peu plus tard, peut-être dans des mandats locaux, régionaux et peut-être plus? Moi, je ne vais jamais courir après des postes. Après, bien sûr, si on me propose, pourquoi pas, je pense que c'est toujours intéressant de rester investi dans nos valeurs, etc. Après, je pense que vouloir faire une carrière dans la politique, ce n'est pas forcément de bon augure parce qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent ou pour faire un métier. On fait vraiment ça parce que ça nous tient à cœur et on veut porter des projets qui seront pour donner la vie meilleure aux gens. Avec aujourd'hui une société très fracturée, ça va nous amener à l'actualité et à la jeunesse qui aujourd'hui est souvent pointée. Alors quand je dis elle est pointée, parce qu'elle a des difficultés, cette jeune génération, votre génération. On a vu cette surveillante qui a été poignardée par un élève de 14 ans lors d'une fouille à l'entrée de ce lycée près de Chaumont. Est-ce que ça résonne pour le jeune que vous êtes, ce type de fait divers? Oui, bien sûr. Pour commencer, je tiens à adresser déjà une petite pensée pour la famille de cette surveillante parce que aujourd'hui, du coup, toute l'équipe éducative a été touchée aussi par cet événement. Et je pense que l'école, c'est un endroit où on apprend à devenir citoyen. Et donc, ça va être un endroit aussi paisible où tout le monde peut évoluer. Et également les gens qui y travaillent. Et donc, j'adresse déjà mon soutien à la famille de la surveillante ainsi qu'à toute la communauté éducative. Après, oui, bien sûr, la santé des jeunes, c'est un enjeu. Ici, on parle aussi de santé mentale. Depuis le Covid, on a vu, il y a une augmentation des suicides, etc. Et aussi une augmentation de la violence des jeunes. Pas le nombre de violences, ça a diminué, mais les violences plus extrêmes sont de plus en plus présentes. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aux sources du problème, voir comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à se sentir mieux dans la société. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, parce qu'on voit qu'il y a des modèles extrémistes qui sont mis en avant par les réseaux sociaux aussi, qui ne sont pas forcément bons pour le développement des enfants. Et donc je pense que c'est aussi au rôle du Parlement et des plateformes de s'adapter pour que justement les jeunes puissent grandir sereinement et se forger en tant que citoyens français dans l'avenir. Vous avez une réflexion, les jeunes du MoDem, autour de ces plateformes, justement. Là, on pense beaucoup à TikTok, il y en a d'autres, et de leur effet néfaste sur votre génération?
Oui, bien sûr, quand on voit le temps qui est passé par les enfants et les adolescents sur les plateformes, c'est assez inquiétant des fois. Quand on compare par exemple au poids de l'école, une personne qui passe par exemple 4 heures sur TikTok, quel va être l'impact aussi des cours face à ça, parce qu'on sait que les plateformes diffusent énormément de fake news. Et donc je pense que le Parlement européen aussi peut jouer un rôle là-dessus. On a vu avec les différentes lois de régulation. Après maintenant, c'est aux plateformes aussi de se soumettre à ces règles. Elles n'ont pas tellement envie, il faut bien le dire. Elles n'ont pas envie, mais si elles veulent pouvoir avoir une présence en France, je pense qu'elles doivent se soumettre aux règles des entreprises françaises, à la protection des données notamment, mais également du coup à la protection de nos valeurs. On ne met pas en avant des propos qui ne vont pas avec la République française. Avec, on l'a vu dans un autre domaine aussi, mais ces sites pornographiques qui n'ont pas voulu répondre, par exemple, aux injonctions européennes, qui ont préféré se saborder, si vous me permettez le terme, et de ne plus donner leur contenu, par exemple, en Europe. Est-ce que finalement, ils ont joué ces plateformes pornographiques la voie de la raison ? Ouais, tout d'abord, je tiens à saluer aussi le travail des ministres et de Aurore Berger notamment, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Comme elle a rappelé chez vos confrères des différentes radios, aujourd'hui, elles ont décidé de fermer. Certes, pour elles, c'est très bien, mais aujourd'hui, c'est aussi à elles de respecter les règles qui sont mises en place en France. Et on les menace pas, on ne brigue pas on leur enlève pas la liberté d'expression. On veut juste qu'elles respectent les règles pour que la jeunesse puisse se former. Parce qu'on voit que, notamment dans les sites pornographiques, les gens qui sont mis en avant ne sont pas forcément au goût du jour. Il va y avoir beaucoup de violence, notamment envers les femmes. Et or, ça, c'est plus du tout possible aujourd'hui. Et les plateformes doivent respecter ce que le Parlement met en place. Voilà, parce que ça a une incidence là aussi sur la jeunesse, sur le comportement de la jeunesse. Oui, vraiment, on peut voir que, par exemple, il y a l'émergence aussi des réseaux masculinistes. Et or aujourd'hui c'est pas possible quand on voit tous les combats des femmes qui ont été menés. Je pense à Simone Veil, le combat pour l'avortement. Aujourd'hui certains le remettent en cause. Je me dis mais sommes-nous vraiment en 2025 aujourd'hui? Moi je pense qu'on doit vraiment faire en sorte que tout ce qui a été acquis par la cause des droits des femmes, mais je pense aussi aux causes des différentes minorités, ça doit être respecté. Et aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'avoir un retour en arrière là-dessus. Il faut une réponse politique ferme pour toutes ces dérives, parce que finalement, on peut parler de dérives aujourd'hui. Et quels moyens avons-nous ? On a beaucoup glosé ces dernières heures sur le gouvernement qui a proposé, par exemple, d'interdire les couteaux pour éviter la violence. Alors j'entends aux jeunes de moins de 15 ans. Voilà, c'est une porte d'entrée, mais ce ne sera pas suffisant, évidemment. Non, bien sûr, ça sera plus suffisant, mais après, c'est des mesures aussi nécessaires pour rassurer. Après, oui, il faut s'attaquer au fond, comme l'a dit Tanguy Métrop, du modem qui était passé hier sur votre antenne. Faut vraiment s'attaquer à la source du problème. C'est vraiment la santé des jeunes qui doit être prise en compte pour remédier à tous ces soucis. Et effectivement, certaines mesures sont essentielles pour rassurer les personnes et pour que l'école devienne un lieu sûr, mais ce sera forcément pas suffisant et ce sera un combat qui devra se mener sur la longueur. Il faut associer les jeunes à la réflexion, parce que finalement on parle d'eux, mais il faut les associer à la réflexion, faut entendre leurs desiderata, faut entendre leur détresse aussi. Oui, tout à fait. Et les jeunes, il faut qu'ils soient écoutés. Encore faut-il qu'ils soient entendus. C'est pour ça vraiment qu'il faut s'engager. C'est aussi porter des valeurs, c'est porter aussi montrer ce qui ne va pas aujourd'hui dans la jeunesse, montrer ce qui va, ce qu'il faut changer. C'est la possibilité d'aller discuter avec les décideurs politiques. Et vraiment, c'est important que la jeunesse soit prise en compte parce que c'est à eux qu'on laisse le monde de demain aussi, c'est eux qui vont le construire. Quand on voit les grands défis qui nous attendent, notamment le changement climatique, qui va être l'un des plus gros défis du 21e siècle, je pense. C'est important que cette jeunesse soit forte et vraiment accompagnée aujourd'hui par les décideurs politiques pour ensuite un passage demain efficace. Alors, vous allez avoir les clés de demain, la jeune génération. On vous laisse, nous, la génération précédente, écoutez, une planète pas en très bon état et puis un monde quand même très, très violent, très, très fracturé. Est-ce que ce sont des choses aussi qui vous inquiètent, ce monde fracturé, ces difficultés à débattre parfois même et là, on revient sur la scène politique. Bien sûr, quand aujourd'hui on voit les plateaux de télévision, les chaînes d'information qui se transforment des fois en chaînes d'opinion, c'est assez inquiétant. Quand on voit que quand on n'est pas dans les idées de la chaîne de télé, on ne peut pas débattre sereinement, on se fait insulter, c'est pas possible. Notamment, je pense aux deux extrêmes, avec des propos aussi politiques envers les civilisations qui sont vraiment très durs. Je pense par exemple à Viktor Orban qui fait écouter les fœtus aux mères qui veulent avorter, c'est juste pas possible. J'ai plus le nom, mais
tous les amis aussi du Rassemblement national au Parlement européen qui proposent des lois anti-LGBT par exemple dans leur pays. C'est une insulte aussi envers toutes ces personnes-là qui se sont battues pour obtenir ces droits. Et donc je pense que aussi, la violence en politique effectivement aujourd'hui est présente et on doit faire en sorte nous aussi en tant que nouvelle génération à apaiser le débat et de faire en sorte que chacun puisse être écouté et que le débat avance. Avec une démocratie, si je lis un peu entre les lignes, très fragile aujourd'hui, finalement, les acquis d'aujourd'hui ne sont pas ceux forcément de demain. Vous avez une forme de responsabilité à préserver ce qui a été acquis jusqu'à présent par les générations précédentes. Bien sûr, on a vu, c'est un combat qui a duré depuis très longtemps, depuis la Révolution française finalement, avec la fin de l'obscurantisme, etc. La démocratie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a trouvé aucun système politique mieux pour vraiment faire entendre le peuple. Donc on se doit de le protéger, c'est notre rôle aussi en tant que militant, que élu, pour ceux qui sont élus. C'est important vraiment de protéger cette démocratie, elle est essentielle au bon fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Et sans cette démocratie, on tombe vraiment dans les abîmes et on ne peut pas aujourd'hui retomber dans les pires moments de notre histoire. Alors on entend parler beaucoup de guerres civiles. Alors j'imagine que ça aussi, ça résonne aux oreilles de la jeune génération que vous êtes. Et puis voilà, on avait des pays qui étaient quand même plutôt des pays alliés, qui le sont toujours d'ailleurs. On pense aux États-Unis, mais avec là aussi un pouvoir qui a beaucoup changé. Est-ce que là aussi il faut avoir un regard international sur la situation ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la mondialisation, etc., le monde est devenu international. Toutes les propositions politiques à l'échelle nationale, le président, quand il va prendre la parole, ça va être suivi par les Américains, etc. Effectivement, nos alliés prennent des tournants qui ne sont pas forcément les nôtres. Je pense à la deuxième élection de Donald Trump, qui politiquement n'est clairement pas notre allié, mais les États-Unis restent quand même des alliés profonds, la société américaine. Avec une société américaine très malade. Oui. On le voit, là, ces affrontements qui ont lieu en Californie actuellement, là aussi c'est inquiétant. On a le sentiment d'une révolte là-bas aussi. Oui, vraiment. Moi, je pense à Donald Trump qui a déployé la garde nationale auprès de ses propres citoyens en les critiquant d'ennemis de l'intérieur. Moi, personnellement, ça me fait assez peur. C'est pas possible, on est en 2025 et personne ne peut exprimer ses propres opinions à part ceux qui ont l'opinion du président. Ouais, je trouve ça extrêmement dérangeant et c'est vrai que nous devons, nous, en tant que jeunes aussi, faire entendre une voix forte à ce propos-là et montrer que c'est pas possible, que la démocratie doit continuer et qu'on va nous entendre et qu'il faut vraiment continuer le débat. Avec une autre guerre à nos portes, la guerre en Ukraine, beaucoup de jeunes Ukrainiens engagés qui paient un lourd tribut à cette guerre, Vladimir Poutine qui souffle le chaud et le froid. Là aussi, il y a un danger d'une Europe qui pourrait se fragiliser, qui pourrait peut-être même être attaquée, entre guillemets, d'une façon physique ou d'une façon politique. Oui, tout d'abord, tout mon soutien du coup à toute la société ukrainienne qui vit aujourd'hui un enfer, bombardée jour et nuit par les Russes, ce qui n'est pas possible. Après, en ce qui concerne le continent européen, c'est vrai que c'est une certaine atteinte. On voit que la Russie est très proche géographiquement des pays comme la Pologne, qui sont dans l'Union européenne, qui nous obligent donc nous, en tant qu'Européens, à réfléchir ensemble, vraiment, comment on va faire pour que cette guerre s'arrête, comment est-ce qu'on va faire pour aider les Ukrainiens, et comment on fait aussi pour du coup faire perdurer le système démocratique qui n'a pas lieu en Russie. On le voit très bien depuis les différentes invasions où la presse est muselée et les oppositions n'existent plus. Donc voilà, c'est très important de réfléchir en européen vraiment. Et là encore une fois, on voit aussi une fracture avec notamment la Hongrie de Viktor Orban qui s'absente quand il faut voter des lois pour donner des aides à l'Ukraine, ce qui n'est pas possible. En européen, on se doit de protéger ces pays-là. Avec un public, j'allais presque dire des Européens, mais aussi des Français qui deviennent de plus en plus eurosceptiques aujourd'hui. Là aussi, il y a à revoir peut-être l'image de l'Europe, le fonctionnement de l'Europe, une forme d'humanisation de l'Europe. On a l'impression que c'est un peu loin de nous, l'Union européenne, c'est loin là-bas à Strasbourg, à Bruxelles. Est-ce qu'il faut réhumaniser cette Europe ? Est-ce que votre génération aura cette responsabilité-là finalement ? C'est vrai que dans un monde aujourd'hui qui est internationalisé, on a besoin de l'Europe parce que c'est un des grands blocs du monde aujourd'hui. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes vont penser que l'Europe, c'est des taxes, des réglementations, mais face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, comme le changement climatique, l'Europe, c'est aussi un regroupement de 27 pays, ce qui est assez conséquent quand même. 27 pays, vous vous rendez compte qu'ils prennent des décisions ensemble, c'est extraordinaire. Et là, on va pouvoir agir justement pour des soucis comme l'environnement. Après, oui, l'Europe est beaucoup décriée par ses détracteurs, le Rassemblement national notamment, qui dit que c'est effectivement
des taxes, etc. Mais l'Europe, c'est aussi le programme Erasmus, par exemple, qui nous permet de voyager dans toute l'Europe et voir au-delà, qui permet vraiment une ouverture au monde. Et je pense que c'est extraordinaire aujourd'hui. Et ça peut être aussi un moyen d'humaniser justement cette Union européenne. Voilà, l'humaniser, la rendre peut-être plus proche des Européens, des Français, la faire mieux connaître. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande qui sont vos eurodéputés, je pense que pas grand monde pourrait savoir, à part les têtes de liste qui étaient dans les élections européennes et encore. Et je pense que oui, il y a une humanisation à faire de cette Union européenne parce que c'est vraiment un levier important et puissant, je pense, pour les défis à venir. On le voit aussi par rapport au commerce, avec les droits de douane de Donald Trump et la Chine aussi qui se fait de plus en plus menaçante commercialement. Et l'Europe, vraiment, encore une fois, c'est 27 pays qui s'accordent sur des accords de libre-échange en choisissant leurs partenaires commerciaux, en choisissant donc aussi les clauses, par exemple, en imposant les clauses miroirs pour le respect de l'environnement. On l'a vu par exemple avec le CETA au Canada. Et je pense que c'est très important, oui, l'Europe, de l'humaniser parce que c'est vraiment un levier puissant. Alors, il y a une peur aussi en France de voir disparaître les nations, les pays. Alors, de voir la France qui deviendrait un des États ou une des régions européennes. Il faut garder quand même cette notion de pays au sein de l'Europe. Oui, bien sûr. Après, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture. Et ça va être important aussi, ça fait partie de l'identité de chacun. Après, les pays ne vont pas disparaître avec l'Europe. C'est ce que veut faire croire le Rassemblement national notamment, mais c'est pas vrai. L'histoire qui est enseignée à l'école, elle sera toujours enseignée et je pense pendant très longtemps, j'ose espérer. Voilà, on va l'espérer, c'est important aussi l'histoire, de savoir d'où l'on vient. Il y a aussi la diplomatie, on parle beaucoup de diplomatie aujourd'hui. Il y a encore quelques années, la France était très écoutée, crainte parfois sur la scène internationale. En tout cas, on écoutait la parole de la France. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une forme de dilution, de dilution de la parole et peut-être d'un affaiblissement diplomatique de la France et plus largement de l'Europe. Il va falloir retravailler cette diplomatie quand on voit la guerre au Proche-Orient, par exemple, pour que la voix des pays européens ou les voix des pays européens soient entendues. Oui, après, la France reste quand même un des pays diplomatique est reconnu pour ça. On le voit notamment avec la guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, où notamment notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui fait d'ailleurs partie du MoDem, soutient des discussions très soutenues, notamment avec le gouvernement israélien, pour aussi dire, nous, notre position, que quand Israël ne respecte pas le droit de la guerre, elle ne le respecte pas et elle devra en assumer ensuite les conséquences, bien sûr. Mais oui, la France garde quand même un impact diplomatique, mais c'est sûr qu'on doit le travailler pour vraiment le montrer également. Alors on a reproché à la France ces derniers jours de ne pas être intervenu lors de l'arraisonnement de ce bateau qui avait été affrété pour aller porter de l'aide humanitaire à Gaza. Alors on y a vu la députée les filles Rima Hassan, on a vu aussi Greta Thunberg qui était passagère de ce bateau. Pour vous, c'était une opération de com ou ça a permis de mettre la lumière sur ce qui se passe là-bas à Gaza ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont conscients de l'enfer qui se passe dans la bande de Gaza. C'est vrai que ce sont encore une fois des populations entières qui sont touchées par la guerre, des populations qui n'ont rien demandé parce que finalement, elles n'ont pas prêté allégeance au Hamas. Après, dire que la France ne fait rien pour ça, notamment avec l'arrestation de la flottille de la liberté, il me semble que c'est son nom. Oui, c'est ça, oui. Je pense que la France a quand même joué un rôle, notamment je sais que le ministre des Affaires étrangères a vraiment soutenu un débat avec les 6 ressortissants français qui étaient à bord de ce bateau, déjà pour leur faire comprendre aussi les risques qu'ils encouraient à l'embarquement de ce bateau. Puis ensuite, une fois qu'ils ont été arrêtés par l'État israélien, les diplomates français ont vraiment travaillé pour essayer de faire en sorte qu'ils reviennent en France vraiment sans problème. Alors aujourd'hui, il y a cette guerre qui empoisonne, qui empoisonne aussi la politique française. On voit évidemment qu'il y a des prises de position qui sont parfois très marquées. Là aussi, il y a un débat dans la société française qui ne va pas vers l'apaisement. Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir que les gens rediscutent entre eux? Alors quand je dis les gens, on peut parler des partis politiques, parfois très éloignés les uns des autres. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait là aussi un apaisement, un dialogue qui se remette en place? Oui, bien sûr. De toute façon, pour avancer, il faut forcément un dialogue. Si chacun reste dans ses idéaux sans vouloir faire de concessions, c'est très très compliqué d'avancer, je pense. Sur la question, par exemple, de la guerre Israël-Hamas, c'est vrai qu'il y a les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Moi, je pense que vraiment là n'est pas la question. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, nous, on fasse
fasse en sorte justement que ce conflit se règle au plus vite, parce qu'encore une fois, c'est des populations civiles qui sont touchées par ces attaques du 7 octobre, où c'était des Israéliens d'ailleurs qui ont été touchés dans un crime horrible, mais aujourd'hui aussi, c'est des populations gazaouis qui sont touchées aussi par les bombardements, ce qui n'est pas acceptable non plus. Donc je pense que nous devons vraiment parler entre partis politiques pour savoir quelle est la solution à cela et comment est-ce qu'on peut faire plus tard pour avoir une paix durable dans cette zone. D'ailleurs, je salue la proposition du président de la République de reconnaître l'État de Palestine, ce qui semble aujourd'hui vraiment très important. Alors, ce qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, il y a beaucoup de débats autour de cette possible reconnaissance, donc on va là aussi suivre l'évolution. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de l'environnement. J'avais envie de vous entendre, vous citez le président de la République, j'avais envie de vous entendre aussi sur les océans. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec ce sommet à Nice. Est-ce qu'aujourd'hui, pour votre génération là encore, ça va être l'un des... J'allais dire peut-être une des boussoles des politiques à venir, l'environnement. C'est vrai que l'environnement est très important, on le voit aujourd'hui avec les océans. Il faut savoir que les océans sont aussi des capteurs de CO2, comme nos forêts, donc ils sont vraiment importants. Donc il faut les protéger. Aujourd'hui, le président de la République a présenté un plan, il y a quelques jours il me semble, a présenté un plan pour justement cette convention des Nations Unies, avec une augmentation des aires maritimes protégées, ce qui semble aujourd'hui important. Pour revenir sur le plan plus global de l'environnement, oui, c'est important parce que on n'a qu'une seule planète, et comme disait Jacques Chirac, notre maison commune brûle. Donc on se doit vraiment de la protéger parce qu'on y habite tous dessus. Et donc c'est une réflexion aussi qui doit se faire au niveau international, avec tous les pays, vraiment. Aujourd'hui, le souci qui se pose, c'est aussi avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, climato-sceptique. Comment on fait sans les États-Unis, qui sont responsables quand même d'une grosse part des émissions? Comment on fait aussi avec la Chine, qui est aujourd'hui qui est l'usine du monde. Et qui fait des efforts d'ailleurs. Et qui fait des efforts. Pour essayer de limiter son impact environnemental. Mais c'est vrai qu'il est important d'avoir une politique environnementale ambitieuse pour régler ces problèmes, mais on n'y arrivera pas seul. Il faut vraiment, encore une fois, s'allier aux autres pays, aux États-Unis, à la Chine pour régler ces problèmes. Et là, l'Union européenne, encore une fois, je pense, peut apporter des solutions durables. Elle peut avoir du poids, l'Union européenne, aujourd'hui? Oui, bien sûr, elle peut s'imposer sur la scène internationale. On voit par exemple qu'elle est reçue, par exemple Ursula von der Leyen de la Commission européenne est reçue à Washington quand il y a des discussions et tout ça, et vraiment avoir une personnalité qui représente l'Europe peut justement faire en sorte que cette Europe soit écoutée. Et je pense que la diplomatie européenne, oui, est quelque chose à étudier de très près. Alors diplomatie européenne et puis commerce aussi, parce qu'on voit la Chine prend beaucoup d'envergure en la matière. Les États-Unis se referment un peu sur eux avec ces fameux droits de douane. Est-ce que là aussi, il va falloir avoir une véritable politique commerciale, politique aussi dans la recherche? Alors on pense aux innovations, on pense à l'IA. Vous allez être la génération de l'IA, évidemment. Est-ce que là aussi, il y a un travail important à conduire, travail politique? Oui, bien sûr, on a un gros travail sur la recherche à faire pour... devenir leader. Par exemple, on a vu pendant des crises comme le Covid, on a eu besoin de développer très vite des vaccins. C'est vrai que le fait d'avoir en Union européenne des vaccins qui soient produits avec nos règles aussi, nos normes au niveau santé, etc., c'est important. Donc oui, l'Union européenne, encore une fois, est un levier important. On est pro-européen au MoDem, donc vous m'entendez beaucoup parler d'Europe. Mais oui, c'est important. Aujourd'hui, c'est vraiment un levier extraordinaire pour que la recherche se fasse plus vite. Après, la recherche aussi peut se faire au niveau international, avec des accords entre pays. On l'a vu par exemple avec l'ISS qui est, vous vous rendez compte, une multitude de pays, et dans la même station spatiale internationale, même s'il y a des conflits internationaux, ils travaillent ensemble pour justement œuvrer à cette recherche. Parce des Russes et des Américains, on les voit côte à côte. Et l'enjeu de la connaissance, c'est quelque chose d'important, parce que la connaissance, c'est vraiment l'un des fondements aussi de la démocratie et du bon fonctionnement de celle-ci. Alors j'ai envie de presque conclure, on a encore un petit peu de temps, mais je voulais vous entendre aussi sur la politique plus intérieure. Aujourd'hui, il y a une crise économique en France, il y a toute une réflexion évidemment pour essayer de faire des économies. On a commencé en parlant de la santé mentale des jeunes. Il y a des sujets importants comme la santé justement, comme l'éducation. Faut faire attention là où on va faire des économies. Oui, il faut faire attention. Après, nous, au MoDem, je sais qu'on est attaché au service public, notamment l'éducation. François Bayrou, qui était d'ailleurs professeur, donc est très attaché à ces questions-là. Après, on ne peut pas faire non plus des économies sur la santé mentale des jeunes. Il s'agit, je pense, de mieux répartir sur cela, pour que les jeunes soient accompagnés. On a vu que les psychologues scolaires, les médecins scolaires sont très peu. Il y en a un pour 1300 élèves, il me semble. C'est extrêmement peu. Comment on fait pour prendre rendez-vous auprès d'un médecin scolaire quand on a des problèmes? Et vraiment, c'est la question, comment on fait pour ne pas être seul quand on est en détresse?
Je pense que ça, c'est la réponse aussi à beaucoup de questions, notamment la question du drame qui est survenu il y a quelques jours. Alors il y a aussi les territoires. Ça nous amène, allez, vous me voyez venir aux élections prochaines, ça va venir très vite, de 2026, les municipales. J'imagine que là aussi il y a une réflexion autour des jeunes du MoDem pour apporter peut-être un peu, j'allais dire de l'eau au moulin, mais des idées, en tout cas pour essayer de là aussi peser dans les choix politiques qui seront faits au MoDem, qui seront faits plus largement au centre. Oui, bien sûr. Après, nous, on a un parti politique, donc c'est une espèce d'usine à idées. Nous, en tant que jeunes, on a des revendications que les personnes plus âgées ne vont pas voir. Il me semble que la moyenne d'un conseil municipal en termes d'âge est au-dessus de 50 ans. Donc, comment on fait pour justement que les préoccupations des jeunes soient mises à l'ordre du conseil municipal? Et je pense que du coup, il faut que les jeunes s'engagent. Nous, on fait en sorte d'encourager vraiment l'engagement des jeunes dans ces campagnes municipales. Et je pense que oui, on a un rôle important à jouer sur cela. Et vous êtes entendu aussi dans les instances du MoDem, par exemple, quand vous proposez des idées pour dire voilà, il y aurait peut-être ça, il faut travailler sur tel ou tel sujet. Vous êtes entendu? Bien sûr, je vais prendre l'exemple. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un groupe de travail au sein des Jeunes démocrates, notamment sur la précarité menstruelle, où Louise Daniel, d'ailleurs référente JDEM sur le Morbihan, a participé. Donc ce rapport détaillait un certain nombre de propositions pour lutter justement contre la précarité menstruelle. Et il a été présenté par la suite aux députés. Et donc, c'est une base de travail sur laquelle les députés peuvent s'asseoir pour justement faire entendre cette voix, parce que nous ne sommes pas élus, donc on pourrait se dire on n'a pas de voix et on ne peut pas la porter, mais si finalement avec des intermédiaires, et on voit que ça peut avancer dans ce sens-là. Et vous êtes écouté donc? Bien sûr. Alors, les élections, il y aura donc effectivement les élections municipales, et puis aussi, un peu plus tard, un an plus tard, l'élection présidentielle. Alors là, ça va être un grand enjeu, parce que on a un Parlement très fracturé, on a un paysage politique lui aussi très fracturé, on voit la montée régulière du Rassemblement national. Est-ce que là aussi, il y a une grande réflexion à avoir pour maintenir finalement les partis j'allais dire traditionnel dans la course à la présidentielle, ou est-ce qu'on risque d'avoir une forme de rouleau compresseur de l'extrême droite aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je ne vais pas me résoudre à dire que le Rassemblement national arrivera à la tête de la présidence de la République. Pour moi, c'est impossible, malgré que le risque est là, est présent. Et je pense que, on l'a vu par exemple à la convention régionale du MoDem, on en a parlé, pourquoi les gens votent Rassemblement national. Et je pense que c'est aussi à nous, notre rôle en tant que parti politique, d'aborder ces sujets-là qui sont souvent laissés à l'extrême droite et faire en sorte de montrer que nous aussi on a des réponses à apporter et que les solutions populistes n'ont rien de bon et que c'est vraiment des solutions réfléchies qui feront avancer les choses. Donc je pense que oui, on a un rôle important à jouer justement dans la présidentielle par exemple pour faire en sorte que le Rassemblement national ne gagne pas cette présidence parce que au-delà de ça, c'est aussi un certain dénigrement de certaines valeurs de la République française qui sont instaurées dans la Constitution notamment. Il faut écouter les Français sur leurs revendications sociales. Alors on sait que la retraite aujourd'hui c'est une préoccupation, mais il y a aussi des sujets sociétaux. On pense à l'immigration, on pense à la sécurité. Il faut les entendre, les Français qui ont choisi aujourd'hui de se tourner par exemple vers le RN. Oui, bien sûr, il faut les entendre, il faut les écouter, il faut leur expliquer aussi pourquoi nous on met cette politique-là en place et pourquoi les propositions du Rassemblement national ne sont pas les bonnes et vont à contre-courant. Mais effectivement, ces sujets ne doivent surtout pas être laissés à l'extrême droite parce que sinon, c'est aussi leur accorder le monopole sur cela. Et je pense que c'est pas bon parce que les idées qu'ils vont défendre vont ensuite être banalisées et ce qui va les porter justement à la présidence de la République, ce que nous ne le souhaitons pas du tout. Un dernier mot, il nous reste une poignée de secondes. Un dernier mot, les réseaux là aussi vont être à surveiller parce qu'on sait qu'ils influencent parfois même le vote, peuvent un petit peu influer sur ce que les Français peuvent choisir. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux vont être à surveiller. On l'a vu par exemple dans l'élection en Allemagne où Elon Musk s'est servi de son réseau social X pour mettre en avant la candidate d'extrême droite. Aujourd'hui, nous en France, on doit apporter des solutions justement pour que les réseaux sociaux respectent nos règles et fassent en sorte que tout le monde ait un lieu pour parler. Et vous avez pu avoir un lieu pour parler ici, Robin Métayer, au micro de Bretagne 5 Matin, c'était votre première radio, vous voyez, ça s'est très bien passé. Je rappelle que vous êtes délégué départemental des Jeunes démocrates des Côtes-d'Armor, ancien conseiller régional des jeunes de Bretagne entre 2022 et 2024. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin. Très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.